J'ai découvert qu'il menait une double vie avec ma meilleure amie. Je m'appelle Léa, j'ai 28 ans, et jusqu'à récemment je croyais vivre une belle histoire d'amour avec l'homme parfait. Julien et moi, c'était le couple qu'on enviait. Ensemble depuis 5 ans, on parlait déjà mariage, maison, enfants. Tout semblait si aligné. Du moins, c'est ce que je croyais. Tout a commencé par des détails, des petits riens que j'ai voulu ignorer. Il rentrait un peu plus tard. Il riait devant son téléphone. Il prenait sa douche dès qu'il rentrait, ce qu'il ne faisait jamais avant. Et surtout, il s'éloignait de moi. Moins de gestes tendres, moins de projets, moins de regards. Mais il me disait que c'était le stress du boulot. Alors j'ai cru, parce que aimer parfois, c'est fermer les yeux. Jusqu'à ce week-end précis, ma meilleure amie, Camille, m'a proposé une sortie entre filles. Une soirée comme on en faisait avant. Ça faisait des mois qu'on ne s'était pas vus, alors j'étais ravi. On s'est retrouvés dans un bar, comme à l'ancienne. Verre, rire, confidence. Et puis, elle a commencé à boire un peu trop. Et avec l'alcool, sa langue s'est déliée. Elle a lâché un « Julien est tellement doué au lit », suivi d'un silence glacial. J'ai ri nerveusement, pensant à une blague. Mais son regard m'a figé. Je lui ai demandé de répéter. Elle a bafouillé. Elle a tenté de changer de sujet, mais tout était déjà trop clair. Je me suis levé sans un mot et j'ai quitté le bar. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Mon cœur battait si fort que je croyais entendre son écho dans les murs. Je revivais chaque moment avec elle, chaque geste, chaque mot, et surtout chaque fois où elle avait insisté pour qu'on aille dîner tous les trois, où elle me demandait « Comment ça se passe entre vous deux ?» avec ce petit sourire que je ne comprenais pas. Le lendemain, j'ai confronté Julien. Il a d'abord nié, puis il s'est énervé, puis il s'est effondré, il a avoué. Ça durait depuis plus d'1 an. Il m'aimait, soi-disant, mais il n'arrivait pas à résister. Elle, ma meilleure amie, savait tout de moi, de notre couple, de nos disputes, de mes insécurités. Elle a utilisé chaque faille, chaque moment où j'étais faible pour se rapprocher de lui. Je me suis senti trahi dans toutes les dimensions possibles, comme compagne, comme femme, comme amie. C'était une double trahison, une dévastation. Je les ai tous les deux bloqués, du jour au lendemain. Plus de messages, plus d'appels, rien. Je me suis enfermé chez moi pendant 2 semaines. J'ai pleuré jusqu'à m'endormir. J'ai relu d'anciens messages, des photos. J'ai même failli leur écrire, mais je ne l'ai pas fait. 1 mois plus tard, j'ai appris par une connaissance commune qu'ils étaient ensemble, officiellement. Un couple, heureux apparemment. Ça m'a brisé une seconde fois, mais cette fois, j'ai décidé de me relever. J'ai commencé une thérapie, j'ai pris soin de moi. J'ai repris le sport, j'ai recommencé à sortir, à rire, à vivre. Lentement, mais sûrement. Ce n'est pas une histoire de vengeance. Ce n'est pas une histoire de « je vais leur prouver ». C'est une histoire de survie, de reconstruction. Aujourd'hui, je ne les hais même plus. Ce qu'ils ont fait parle plus d'eux que de moi. Mais je sais une chose, je ne serai plus jamais la même. Il m'a interdit d'ouvrir cette porte. Un jour, je l'ai fait. Je m'appelle Clémence, j'ai 30 ans, et ce que j'ai découvert dans cette pièce a changé ma vie à jamais. Quand j'ai rencontré Vincent, j'avais l'impression d'avoir tiré le gros lot. Élégant, cultivé, attentionné, il semblait tout droit sorti d'un rêve. Il avait ce genre de mystère qui attire, ce silence lourd de secrets qui te donne envie de creuser. Mais il était doux, prévenant. Et j'en suis tombée amoureuse très vite.
Nous avons emménagé ensemble après seulement 6 mois. Un bel appartement dans un quartier calme, lumineux, spacieux, presque trop parfait. Il n'y avait qu'un détail étrange, une pièce fermée à clé. Vincent m'avait dit d'un ton très sérieux « Ne l'ouvre jamais. C'est une pièce à moi. J'y garde des souvenirs, des choses que je ne veux pas que personne touche. » Je n'ai pas insisté. On a tous nos secrets, non ? J'ai respecté sa volonté. Mais cette porte, toujours là, au fond du couloir, devenait une obsession silencieuse. Elle semblait presque me murmurer des choses, comme si elle portait un poids que je ne pouvais pas comprendre. Au fil du temps, d'autres choses ont commencé à m'alerter. Il avait des accès de colère soudains, incontrôlés, sans vraie raison. Il disparaissait parfois une journée entière, sans prévenir. Il disait qu'il allait chez sa mère malade, mais je ne l'ai jamais rencontrée, pas une photo d'elle, rien. Un jour, il a oublié son trousseau de clés à la maison, et moi, j'ai craqué. Je savais que c'était mal, je savais qu'il m'avait demandé de ne jamais y entrer, mais mon instinct me hurlait que quelque chose n'allait pas. J'ai pris les clés, mes mains tremblaient. Quand j'ai ouvert la porte, une odeur étrange m'a immédiatement frappé, un mélange d'humidité, de renfermé et autre chose que je n'arrivais pas à identifier. La pièce était plongée dans une semi-obscurité. Des rideaux lourds bloquaient la lumière, et là j'ai vu les murs. Ils étaient recouverts de photos, des dizaines, non des centaines, et sur presque toutes, moi. Des photos volées, dans la rue, au travail, chez moi, avant même qu'on se rencontre officiellement. Il y avait même des clichés de moi enfant, pris de loin, dans un jardin public que je reconnaissais à peine. Il avait écrit des mots sous certaines photos, des phrases, des dates, des commentaires sur ma tenue, mon sourire, mes gestes. Il notait tout, absolument tout, c'était malsain, terrifiant. Mais ce n'était pas le pire. Dans un coin de la pièce, il y avait une grande boîte noire. En l'ouvrant, j'ai trouvé des objets personnels, une mèche de mes cheveux, un vieux bracelet que j'avais perdu il y a des années, un ticket de cinéma d'une séance où j'étais allé seul, où je croyais l'être. J'ai eu la nausée, mon sang s'est glacé, je me suis enfui de l'appartement. J'ai tout laissé, mon téléphone, mes affaires. Je suis allé chez ma sœur en état de choc. Quand je lui ai raconté, elle m'a cru immédiatement. Elle avait toujours senti quelque chose d'étrange chez lui, mais n'avait jamais voulu m'en parler. J'ai porté plainte. La police a découvert qu'il avait été obsédé par moi depuis mes 15 ans. Il m'avait suivi pendant des années, savait tout de moi et avait fini par orchestrer une rencontre accidentelle pour entrer dans ma vie. Ce n'était pas un coup de foudre, c'était un plan. Il avait tout préparé, chaque détail. Pendant des années, il a été arrêté, interné, diagnostiqué comme souffrant de troubles obsessionnels graves. Je ne l'ai plus jamais revu, mais moi, je vis encore avec ça. Cette peur, ce doute, ce sentiment que chaque regard croisé dans la rue peut être un piège. J'ai changé de ville, de nom. J'ai coupé avec presque tout le monde. Parfois, je me demande, et si je n'avais jamais ouvert cette porte, aurais-je été plus en sécurité dans l'ignorance? Ou est-ce la vérité, aussi effrayante soit-elle, qui m'a sauvé? Je pensais qu'il était chauffeur Uber. Jusqu'à ce que je découvre la vérité, j'ai rencontré Damien un soir d'hiver, un peu par hasard. Je sortais d'un dîner entre collègues, il faisait froid et les taxis étaient tous pris. Alors j'ai lancé l'application Uber. 3 minutes plus tard, une voiture noire s'est arrêtée devant moi. Damien. Il m'a souri, charmant, discret et poli.
On a discuté un peu sur le trajet, il avait une voix apaisante, un regard intense mais doux, rien d'inquiétant, juste agréable. Avant de descendre, j'ai plaisanté. C'est dommage que vous soyez chauffeur, vous êtes trop charmant pour rester caché derrière un volant. Il a ri. Je fais ça juste en attendant mieux. Et c'est ainsi que tout a commencé. Quelques jours plus tard, je reçois un message sur Instagram. C'était lui. Il m'avait trouvé. Il m'a dit qu'il n'arrivait pas à m'oublier. C'était peut-être un peu rapide, mais j'ai accepté de le revoir. C'est rare les hommes qui font cet effort, et j'étais curieuse. Les semaines ont passé, et il est vite devenu important pour moi. Il venait me chercher au travail, m'apportait du café le matin, me faisait rire, et surtout, il m'écoutait, vraiment. Avec lui, je me sentais vue, mais certaines choses me dérangeaient. Il ne parlait jamais de sa famille. Il n'avait pas de réseaux sociaux. Il recevait des appels étranges à des heures tardives et changeait de sujet dès que je posais une question sur son passé. Il disait travailler un peu partout, faire des missions ponctuelles. Moi, naïve, j'ai accepté ses explications floues. Je ne voulais pas briser cette belle chose naissante. Un jour, il est parti pour un déplacement à Marseille. Il devait rentrer le vendredi, mais vendredi soir, silence. Samedi, rien. Dimanche, toujours rien. Pas un message, pas un appel. J'étais folle d'inquiétude, et puis lundi, il est réapparu comme si de rien n'était. Désolé, mon téléphone est tombé dans l'eau, j'ai tout perdu. Ça semblait suspect, mais je l'aimais déjà, alors j'ai pardonné. Mais le doute s'était installé, et il a grandi. Je me suis mise à fouiller, d'abord dans son sac quand il s'endormait, puis dans sa voiture. Et un soir, j'ai trouvé un badge d'accès militaire dans sa boîte à gants, avec un autre nom, une autre identité. Mon cœur s'est emballé. Je n'ai rien dit sur le moment. J'ai pris discrètement une photo du badge. Puis je suis allé voir un ami journaliste spécialisé dans les affaires de défense. Il a blêmi en voyant la photo. Clémence, ce mec ne travaille pas pour Uber. Il est très probablement lié à un service de renseignement, peut-être même à une cellule secrète. Ce nom-là, je l'ai déjà vu dans un dossier classé. Il n'a rien à faire dans une voiture à te séduire. J'étais sous le choc. Pourquoi moi? Pourquoi s'intéresser à moi? Je ne suis qu'une simple architecte, je n'ai rien d'exceptionnel, et pourtant cet homme me mentait depuis le début. J'ai décidé de le confronter, je me souviens encore de son regard. Il n'a pas nié, il n'a pas fui, il a juste dit calmement: tout ce que je t'ai dit sur mes sentiments était vrai, mais je ne peux pas t'expliquer le reste, et tu ferais mieux de m'oublier. Puis il est parti. Et cette nuit-là, tout a changé. Le lendemain, sa voiture avait disparu, son numéro n'était plus attribué, son appartement vidé. C'était comme s'il n'avait jamais existé. J'ai vécu une rupture sans réponse, un deuil d'un homme que je n'ai peut-être jamais vraiment connu. Ai-je aimé un fantôme, une couverture, un agent, un manipulateur, ou bien un homme sincère piégé dans un monde trop grand pour moi? Je ne le saurai jamais, mais parfois, en croisant une voiture noire dans la rue, je me demande: est-ce qu'il veille encore sur moi, de loin, ou est-ce que je n'étais qu'une mission parmi tant d'autres? J'ai découvert que mon mari avait une double vie avec ma meilleure amie. Je m'appelle Élodie, j'ai 33 ans, et pendant presque 10 ans, j'ai cru vivre un mariage parfait. J'ai rencontré Thibaut quand j'avais 24 ans, lors d'un séminaire d'entreprise. Il était charmant, drôle, un peu timide, mais très attentionné. Il travaillait dans la finance, moi dans le marketing.
On s'est très vite entendu. 2 ans plus tard, on s'est mariés. C'était simple, élégant et surtout sincère. J'étais amoureuse et je pensais que lui aussi. Ma meilleure amie depuis l'université Camille était ma demoiselle d'honneur. On se connaît depuis qu'on a 19 ans. On a traversé tellement de choses ensemble. Elle a vu mes premières ruptures, mes débuts dans la vie active. Elle a vécu chez moi pendant 3 mois après sa propre séparation. Elle faisait partie de ma famille. Ma sœur de cœur, Thibaut et Camille se sont bien entendus dès le début. Ça ne m'a jamais dérangé. Au contraire, je trouvais ça beau que les 2 personnes les plus importantes de ma vie soient mes proches. On faisait souvent des dîners à 3, on partait même parfois en week-end ensemble. Rien de suspect, tout semblait normal, jusqu'à ce fameux jour. Je rentrais d'un déplacement professionnel à Lyon. Il était tard. J'avais laissé mon sac dans le salon et je suis monté à l'étage. Je n'ai pas allumé la lumière tout de suite et là j'ai entendu des voix, des rires étouffés, des bruits intimes. Mon cœur s'est arrêté. Je suis resté figé. Puis j'ai ouvert doucement la porte de la chambre et j'ai vu ce que jamais je n'aurais cru possible. Mon mari, ma meilleure amie, nus, ensemble, dans mon lit. Ils ne m'avaient même pas entendu entrer. Je ne sais pas ce qui m'a retenu de hurler. J'ai refermé la porte, lentement. Je suis redescendu, j'ai pris mes affaires et je suis parti. Je suis resté assise dans ma voiture pendant 2 heures, en état de choc. Je n'arrivais pas à pleurer ni à penser. C'était irréel, comme une scène de film, mais c'était ma vie. Le lendemain, j'ai reçu des dizaines d'appels de Thibaut et de Camille. Je n'ai répondu à aucun. C'est Thibaut qui a fini par venir chez mes parents. Il m'a supplié de lui parler. Il a dit que ce n'était arrivé qu'une fois, qu'ils avaient trop bu, que c'était une énorme erreur. Mais je connaissais Thibaut. Il ne buvait jamais plus que 2 verres, alors j'ai décidé de creuser, j'ai engagé un détective privé. C'était la première fois que je faisais quelque chose d'aussi extrême. Mais je devais savoir. 1 semaine plus tard, le détective m'a tout montré. Des photos, des textos, des enregistrements. Ils étaient ensemble depuis plus de 2 ans. 2 ans de mensonges, 2 ans à me regarder dans les yeux, à me souhaiter bonne nuit, je t'aime, pendant qu'il passait ses week-ends avec elle, sous prétexte de séminaire d'investissement. Le pire, ils avaient un appartement ensemble, un petit studio discret dans le 17e arrondissement, loué au nom d'un cousin de Camille. Quand je l'ai confronté, il n'a même pas essayé de nier. Je ne sais pas comment c'est arrivé, Élodie. Au début, c'était juste du désir. Puis c'est devenu compliqué. Je t'aimais, mais elle aussi. Je lui ai craché à la figure, littéralement. Et Camille, elle n'a même pas eu le courage de venir me voir. Elle m'a envoyé un long message sans une seule excuse, juste des justifications. Je ne voulais pas te faire de mal, mais je ne pouvais plus vivre dans l'ombre. L'ombre ? L'ombre de quoi exactement ? Mon amitié, ma confiance. J'ai coupé les ponts avec les 2, définitivement. Ça fait maintenant 1 an. J'ai divorcé, j'ai changé de ville, je me suis reconstruite lentement. Il y a des jours où je me sens plus forte et d'autres où je me demande comment j'ai pu ne rien voir. Mais aujourd'hui, je ne cherche plus à comprendre. Je ne leur souhaite ni malheur ni bonheur. Juste le silence. L'oubli. Je sais une chose. La trahison ne vient jamais d'un inconnu. Elle vient toujours de ceux qu'on aime le plus. Ma sœur a disparu il y a 5 ans. Ce que j'ai découvert hier m'a brisé. Je m'appelle Sarah, j'ai 29 ans, et cette histoire commence il y a 5 ans,
le jour où ma sœur Léa a disparu. Elle avait 24 ans, belle, pleine de vie, un peu rebelle, un peu trop spontanée parfois. Elle n'était pas parfaite, mais c'était ma sœur. On était inséparables depuis l'enfance. Elle me racontait tout, ou du moins je le pensais. Ce jour-là, elle n'est jamais revenue du travail. Son téléphone est resté éteint. Sa voiture a été retrouvée sur un parking, clé sur le siège passager. Pas de traces de lutte, pas de message, rien. On a cherché partout. Affiches, signalements, réseaux sociaux, battus. La police a fini par classer l'affaire faute de preuves, et moi j'ai commencé à perdre espoir. Mes parents ont sombré, mon père s'est enfermé dans le silence. Ma mère s'est noyée dans des antidépresseurs, et moi je suis resté là, seul, à me demander ce qu'il s'était passé, à me haïr de ne pas avoir vu de signes. Puis le temps a passé, 5 ans exactement. Et avant-hier, j'ai reçu un appel, un numéro inconnu. Je décroche, silence. Puis une voix que je n'avais pas entendue depuis si longtemps. Sarah, c'est moi, Léa. J'ai cru que mon cœur allait exploser. J'ai tremblé, j'ai pleuré, mais elle m'a vite arrêté. Je ne peux pas te voir, pas encore, mais je veux que tu saches que je vais bien et que ce n'était pas un accident. Puis elle a raccroché, impossible de la rappeler, numéro masqué. J'ai passé la nuit à tourner en rond et le lendemain, j'ai décidé de fouiller. J'ai ouvert l'ancien ordinateur de Léa que mes parents avaient gardé dans le grenier. Je l'ai rallumé. À ma grande surprise, il fonctionnait encore, protégé par un mot de passe, que j'ai fini par deviner, mon prénom, et là j'ai trouvé un dossier caché, intitulé Éclat. À l'intérieur, des enregistrements audio, des captures d'écran, des lettres, des photos, des noms. Léa enquêtait sur notre père. Elle avait découvert qu'il entretenait une double vie depuis plus de 15 ans. Une autre femme, une autre maison, d'autres enfants. Elle avait tout découvert par hasard en tombant sur un relevé bancaire suspect. Au début, elle croyait à une liaison, mais plus elle cherchait, plus elle trouvait. Il ne s'agissait pas seulement d'adultère, il s'agissait de fraude, de chantage, de menaces. Et elle avait tout consigné. Je ne sais pas jusqu'où elle avait prévu d'aller, mais son dernier fichier datait de 2 jours avant sa disparition. Un fichier vidéo, où elle disait « Si tu regardes ça, Sarah, c'est que quelque chose m'est arrivé. Tu ne dois pas faire confiance à papa. Il n'est pas celui qu'il prétend être. Protège maman. Protège-toi et surtout, oublie-moi si tu le peux. » J'ai regardé cette vidéo une dizaine de fois, puis j'ai confronté mon père. Je lui ai dit que je savais, que j'avais trouvé les fichiers, il est resté de marbre. Puis il a murmuré en me fixant froidement « Elle aurait mieux fait de se taire. » C'est là que j'ai compris. Il savait où elle était. Et pourquoi elle était partie. Je suis parti de chez mes parents le soir même. Depuis, je ne dors plus, je ne mange presque pas. J'ai pris rendez-vous avec un avocat, j'ai transmis tous les fichiers à la police. Je ne sais pas si quelque chose changera, mais je sais maintenant que ma sœur n'est pas morte et qu'elle s'est sacrifiée pour nous protéger. Et moi, je vais tout faire pour qu'elle puisse revenir, pour qu'elle ne vive plus dans la peur, pour que lui paie.